Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Mobilité ce week-end. Cette semaine, on parlera autopartage. Où en est-on? Qu'existe-t-il? Julien Bonnet fait le point et on recevra Zity, un des acteurs qui a remplacé Autolib à Paris. Et on partira sillonner les routes avec deux véhicules aux allures bien différentes, le Mitsubishi ASX et la petite voiture sans permis de Ligier, la Miley. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, avec Laure Foulquier sur BFM Business et Tech & Co. Dans un environnement de plus en plus embouteillé, où les zones à faible émission se développent, où posséder son propre véhicule devient de plus en plus cher, l'autopartage a tout pour avoir la cote, mais peine à démarrer. Julien Bonnet, bonjour, journaliste auto à BFM Business. On a un peu de mal à s'y retrouver. Qui sont aujourd'hui les acteurs de l'autopartage en France? Oui, aujourd'hui, on compte une vingtaine d'opérateurs en France. On peut citer ceux qui dépendent en fait des constructeurs automobiles. Alors, il y a par exemple Zity, dont on va recevoir un directeur dans pas longtemps, qui donc est une filiale de Mobilize, donc une filiale elle-même de Renault, et encore Free2move, donc qui est côté groupe Stellantis, un groupe Stellantis qui a d'ailleurs affiché ses ambitions assez importante l'an dernier en rachetant la plateforme ShareNow. Et ShareNow, c'était la co-entreprise entre BMW et Mercedes, justement dans ce domaine de l'autopartage. On peut citer après d'autres acteurs, Cities, Communauto ou encore Ubico. Et dans les deux roues, c'est important aussi, les scooters en libre service qu'on peut emprunter, bien sûr. Donc on peut citer les marques Yego, Cityscoot et Cooltra. Et donc c'est tout cet environnement finalement qui a un peu en quelque sorte succédé à Autolib à Paris, mais on retrouvait aussi la petite Blue Car de Bolloré dans d'autres villes françaises, à Lyon ou à Bordeaux par exemple. Et donc moi je parlais justement de cet aspect scooter en libre service avec le directeur général et cofondateur de Yego, Benjamin Viguier, qui m'expliquait par exemple que pour les scooters en libre service électrique, l'environnement était clairement favorisé par justement à Paris et dans les grandes villes d'Europe et de France, ce stationnement qui désormais est seulement gratuit pour ces deux roues électriques. Donc ça c'est un environnement très favorable. Finalement, qui utilise ces services en France? Est-ce qu'il y a un profil type d'utilisateur d'autopartage? Oui, je me suis appuyé sur une étude du bureau de recherche Systé qui a mis à jour en fait son étude de 2019 l'an dernier pour l'ADEME, donc l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et donc il fait un peu le bilan un peu de l'autopartage en France. Donc on comptait en 2022 12 000 véhicules avec 300 000 utilisateurs actifs et 86% de ces utilisateurs actifs qui vivent dans des villes de plus de 200 000 habitants. Donc, bien sûr, on s'en doutait, un profil largement urbain. L'étude, elle distinguait aussi les différents types d'autopartage. On a par exemple l'autopartage en boucle. Donc là, il va falloir emprunter le véhicule depuis une station ou un lieu donné et le rapporter à ce lieu donné. Et même chose, on peut aussi réserver le véhicule et souscrire à des abonnements. On a ensuite le free floating. Donc là, ça va être les véhicules qui vont être disséminés un peu partout dans une zone donnée. Et là, on peut rendre le véhicule, mais dans n'importe quel endroit de ce périmètre. Et enfin, on peut citer la solution qui était évoquée dans l'étude, un Getaron Connect. Donc Getaron, c'est ce qui a remplacé Drivey, donc la location de véhicules entre particuliers. Mais la petite innovation de ces dernières années, c'est qu'en fait, Getaron peut équiper les véhicules d'un dispositif qui va permettre en fait à n'importe qui d'emprunter le véhicule, donc de récupérer les clés concrètement sans avoir la présence de la personne qui le loue et pouvoir l'emprunter un peu ponctuellement pour quelques heures par exemple. Est-ce qu'on peut dire que l'autopartage a déjà un rôle vertueux sur la pollution et le trafic automobile? Oui, alors déjà, on peut citer finalement les avantages apportés par l'autopartage. Déjà, dans ce profil d'utilisateur, un utilisateur sur 4 à peu près n'a pas de voiture, alors que la moyenne à l'échelle de la population française, c'est 80,3%. Et 70% des utilisateurs ont clairement abandonné leur voiture pour se tourner vers d'autres solutions, notamment l'autopartage. Donc on estime qu'il y aurait 5 à 8 voitures remplacées. Ça supprimerait 10 000 à 19 000 km par an. Et ça libérerait 1 à 3 places de stationnement en voirie. Mais finalement, il faut rappeler que ça reste aujourd'hui une goutte d'eau. Par exemple, les 53 000 voitures remplacées à l'échelle nationale, il faut les remettre en perspective avec les 48 millions de véhicules qui circulent en France. 10 000 places libérées, finalement, il y en a 580 000 places en France de stationnement. Donc, même chose, ça pèse peu. 53 millions de kilomètres réalisés avec des voitures en autopartage. Chaque année, en France, il y a 639 milliards de kilomètres qui sont parcourus. Donc, tout simplement, en fait, l'étude
pour l'ADEME, elle résume dans le fait qu'il faudrait multiplier par 100 actuellement l'autopartage pour avoir des vrais effets sur l'environnement. Mais finalement, il y a quand même des possibilités, vu qu'on est au tout début un peu de cette aventure. Getaround Connect, c'est une bonne solution. Et il y en a d'autres qui vont se développer dans le futur pour finalement pouvoir partager son véhicule quand on s'en sert pas. Aujourd'hui, on sait donc le véhicule coûte cher. Donc finalement, pour amortir son coût, l'idéal, ça serait de pouvoir justement le louer ponctuellement. Et en fait, avec des véhicules de plus en plus connectés, il n'y aura peut-être même pas besoin d'équiper son véhicule avec une solution comme Getaround Connect. Il pourra se faire ça pourra se faire directement, pardon. Donc on suit particulièrement dans Route pour demain l'aventure Lynk & Co. Donc cette voiture qu'on peut acheter sur abonnement. Mais le projet, on va dire la suite, qui n'est pas encore mis en place en France, mais qui existe déjà, je crois, aux Pays-Bas, c'est de pouvoir justement louer facilement son véhicule. On dit, on s'en sert pas de telle heure à telle heure. Et après, c'est l'application qui va gérer elle-même la location. Et ça fait une rentrée de revenus qui va permettre de limiter, de réduire plutôt le coût de l'abonnement. Et même chose, la Tesla Model 3. Elon Musk a souvent dit qu'on pourrait bientôt louer sa voiture. Et c'est pour ça qu'il y a une petite caméra à l'intérieur pour pouvoir éventuellement faire caméra de surveillance pour éviter que les utilisateurs fassent trop de bêtises à l'intérieur. Bref, tout ça, c'est un environnement qui fait que ça va forcément encourager la pratique de l'autopartage. Merci beaucoup, Julien Bonnet. Parmi ces acteurs, vous avez peut-être déjà croisé dans les rues de Paris, Madrid, Lyon ou Milan. C'est Dacia Spring ou c'est Zoé identifié Zity. On en parle avec notre invité de la semaine. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Je suis ravie d'accueillir notre invité de la semaine, Alan Norès. Vous êtes responsable Zity by Mobilize à Paris. Vous maîtrisez le sujet de l'autopartage sur le bout des doigts, puisque avant, vous travailliez chez Autolib. Alors, c'est intéressant de commencer par ça, parce que le retrait du service Autolib, notamment à Paris, a laissé un petit peu le marché en chantier. Quel bilan peut-on dresser depuis sa disparition ? Alors justement, le service Autolib n'a pas encore été remplacé aujourd'hui, parce qu'Autolib, c'était quand même 4000 voitures dans toute l'Île-de-France. Il y avait à peu près 70 villes qui étaient couvertes dans la région parisienne. Et aujourd'hui, les acteurs de l'autopartage se concentrent sur Paris Intramuros et la Petite Couronne. Donc la physionomie est totalement différente. Les nouveaux acteurs de l'autopartage ont su tirer des leçons de ce qu'était l'expérience Autolib. Effectivement, les véhicules étaient très peu présents dans Paris et s'exportaient très largement dans les villes aux alentours de Paris. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de recentrer sur le Parisien parce qu'on a un vrai déficit de mobilité à Paris en termes de véhicules. Il y a beaucoup de transports en commun à Paris. On peut se déplacer assez facilement d'un bout à l'autre de Paris. En revanche, dès qu'on souhaite sortir de Paris, c'est tout de suite plus compliqué. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de métro, de RER, de changements, etc. Et on ne peut pas forcément aller très exactement à la destination dans laquelle on le souhaite aller. L'autopartage répond en partie à ce genre de besoin. Dans nos utilisateurs, on a deux typologies de clients. On a des clients qui vont utiliser un véhicule qu'on appelle en one-way. Donc, ils vont prendre le véhicule là où il se trouve, aller à leur destination dans la zone de service et laisser le véhicule disponible pour le prochain client. Ça, c'est à peu près 60% de nos utilisateurs, donc vraiment de la trace directe. Et on a 40% de nos utilisateurs qui vont revenir au même endroit que là où ils ont pris le véhicule. Et bien souvent, ce qu'on observe sur ces utilisateurs, c'est qu'ils vont sortir de la zone de service, donc ils vont aller en proche banlieue, probablement pour faire des courses ou aller voir des amis ou de la famille, en tout cas faire quelque chose qui est plus contraignant à faire en transport en commun. Ils y vont avec un de nos véhicules, ils reviennent ensuite dans la zone de service, au même endroit que là où ils ont pris la voiture. Donc, Autolib a laissé un trou, effectivement, par rapport à la banlieue, mais un service comme Zity, aujourd'hui, permet de compenser un peu ces allers-retours entre Paris et la banlieue, d'une manière générale. Donc Zity, aujourd'hui, ça existe dans 4 villes, Paris, Lyon, Madrid et Milan. Le service est intégré à l'application de VTC FreeNow. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on utilise, alors là vous venez de décrire la typologie de clients que vous avez, est-ce qu'on peut également partir en week-end par exemple avec une Zity ? Oui, tout à fait. L'application Zity est la clé de votre véhicule. Donc vous vous inscrivez sur notre service, vous mettez votre permis de conduire bien évidemment pour montrer que vous êtes éligible à conduire un véhicule. Une fois que vous ouvrez votre application, vous êtes géolocalisé et les véhicules autour de vous apparaissent. Vous identifiez votre véhicule, vous vous rendez sur place, vous le réservez pendant 30 minutes et après, vous pouvez l'utiliser selon votre bon vouloir, d'une facturation à la minute jusqu'à un forfait de 3 jours maximum.
Donc, dans ce forfait, vous avez la possibilité d'aller où bon vous semble. Donc, bien évidemment, on a cette typologie de client que je vous expliquais juste avant, où le client va utiliser la voiture, sortir de la zone de service, aller voir des amis, aller voir de la famille, passer un jour ou deux là-bas et revenir ensuite dans la zone de service avec son véhicule. Une des raisons pour laquelle Autolib a disparu, et je pense aussi aux trottinettes qui viennent de quitter Paris, c'était parce que les véhicules étaient dégradés. Comment, aujourd'hui, est-ce que vous vous assurez que vos véhicules reviennent en bon état et sont conservés en bon état? Alors, c'est effectivement la partie la plus délicate de notre activité. On n'a pas la possibilité d'envoyer un agent avant et après chaque location. Donc, on est effectivement victime d'une part d'incivilité. Alors, ce ne sont pas nos usagers, la plupart du temps, qui dégradent et qui ne prennent pas soin de nos Il y a véhicules. des C'est plutôt... manifestations aussi. Exactement. Il peut y avoir les manifestations et d'une manière générale, un véhicule en voie publique, nos véhicules sont assez visibles. Donc, quelque part, c'est la partie la plus délicate à gérer de notre côté. Bien sûr. Et sur le cas parisien que vous connaissez bien, justement, comment vous expliquez ce recentrage sur Paris, alors que justement, une des forces d'Autolib, c'était ce maillage assez dense, on va dire, au-delà des frontières du périphérique, et comme vous l'avez souligné, le fait que c'est peut-être des gens plutôt en banlieue aussi, un peu plus lointaine que, on va dire, vraiment la proximité du périphérique, qui peuvent avoir ce besoin de mobilité avec une offre de transport en commun qui est un peu moins développée. Est-ce que c'est uniquement pour des critères, par exemple, de rentabilité économique, qui était peut-être un des points faibles d'Autolib? Alors, c'est effectivement l'un des critères, mais ce n'est pas le seul. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Zity by Mobilize est présent à Paris, mais aussi dans 6 communes d'Île-de-France. Donc, on est présent également à Clichy, à Boulogne-Billancourt, à Issy-les-Moulineaux, à Vanves, à Sèvres et à Meudon. Il faut savoir que dès qu'on s'installe dans une commune autre que celle de Paris, on doit payer également une redevance. Donc, indépendamment du service rendu aux usagers, il y a aussi la partie financière, bien évidemment. Si on doit payer le stationnement dans chacune des communes où on souhaite s'implanter, finalement, l'addition revient assez cher et c'est compliqué, du coup, de devenir rentable, surtout avec ces problèmes de vandalisme qu'on mentionnait juste avant. Donc, il faut qu'on prenne tout ça en compte. Et l'expérience Autolib a également appris que les véhicules ont tendance à sortir de Paris assez facilement. Ils vont très facilement se disséminer dans les différentes communes d'Île-de-France, mais avoir beaucoup plus de difficultés à revenir. Parce que pour venir dans Paris, on arrive toujours à trouver à peu près une combinaison pour rejoindre le centre de Paris en transport en commun. En revanche, on est bien content d'avoir une voiture pour s'en échapper. Ça reste quand même dans les projets d'étendre à d'autres communes, ou vous pensez que le périmètre actuel, finalement, il est assez optimisé au niveau de ce qui a été choisi pour Alors, Paris? c'est une bonne question, assez délicate d'y répondre, parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de véhicules pour répondre à l'ensemble des besoins de nos utilisateurs. Donc, on n'exclut pas la possibilité de s'étendre à d'autres communes. Alors, bien évidemment, il y a cette balance aussi économique qui rentre en ligne de compte. Par exemple, à Clichy, on est exonéré de stationnement. Donc, on est très heureux d'être présent à Clichy et d'apporter une solution aux habitants de Clichy, parce que la municipalité nous donne un petit coup de pouce en disant « ça peut être bien de proposer ce service ». Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les autres communes d'Île-de-France. Et à l'étranger? Et à l'étranger, ça dépend beaucoup des pouvoirs publics. Dans les villes où l'autopartage est le plus développé, on accueille l'autopartage et on favorise l'implantation des services d'autopartage. Donc on va mettre en place des actions qui vont permettre aux opérateurs d'être plus rentables et en tout cas d'opérer de la meilleure manière possible. Ce qui n'est malheureusement pas le cas sur Paris et l'Île-de-France. Et au niveau des véhicules que vous utilisez, nous on suit du côté d'En route pour demain un peu l'aventure d'une start-up française, Circle, qui développe un véhicule vraiment optimisé pour l'autopartage, justement en termes de pas trop laisser, on va dire, les utilisateurs le dégrader. Vandaliser les véhicules. Voilà, un nettoyage automatique de l'habitacle, etc. Vous, c'est une réflexion que vous avez, ou finalement, avec votre lien avec Renault, pour l'instant, on comprend donc le choix des Zoé ou des Spring. Mais ce que je me demandais, c'est aussi, il y a une offre qui va évoluer chez Mobilize avec les fameuses petites Duo et l'autre véhicule un peu petit qu'on attend. Ça, c'est des choses qui font partie de l'évolution chez Zity que vous attendez? Tout à fait. C'est exactement... on est rattaché effectivement à Mobilize pour tout cet aspect innovation, cet aspect développement et projet. Il y a plein d'autres projets également qui peuvent être mis à l'étude. Au-delà du véhicule, il y a aussi la multimodalité qui peut rentrer en ligne de compte. Mobilize s'inscrit bien évidemment dans cette dynamique. Zity fait bien évidemment partie de cette dynamique aussi. Donc oui, on réfléchit aux différentes pistes et quels pourraient être les véhicules les plus adaptés, sachant que le véhicule idéal, le véhicule parfait n'existe pas et n'existera de toute façon pas. Donc il faut trouver le bon équilibre.
Et pour l'instant, vous restez plutôt sur la voiture, il n'y a pas de projet d'extension. Bon, la trottinette à Paris, c'est un peu en train de disparaître, mais il y a d'autres villes et puis, qui ont toujours des trottinettes. Mais je pensais bien sûr aux scooters, aux vélos ou à d'autres formes de mobilité. C'est pas quelque chose qu'on exclut sur le principe. Encore une fois, il faut juste trouver le bon équilibre. Et en revanche, on reste persuadé chez Zity by Mobilize que la multimodalité, c'est la clé. Dans une ville aussi dense comme Paris et d'autres capitales européennes, on sait que l'avenir est quelque part là-dedans, avec l'arrivée des zones d'à faible émission, etc., etc. On n'a pas d'autre choix que de se concentrer vers une mobilité différente que celle qui existe aujourd'hui. En tout cas, nous, on est prêts. Alan Norez, merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'En route pour demain. On part tout de suite pour notre essai de la semaine. Le japonais Mitsubishi lance un petit SUV sur le marché européen aux allures d'un certain Captur. Julien Bonnet et Essia Lacroix sont partis le tester sur la route. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Il ne vous rappelle rien ce tout nouveau Mitsubishi ASX ? Si vous reconnaissez le Renault Captur, c'est tout à fait normal. En effet, ce nouveau modèle de la marque japonaise, il emprunte énormément d'éléments à son cousin de la marque aux losanges. L'explication, c'est aussi que Mitsubishi fait partie de l'alliance avec Renault et Nissan et la marque va ainsi pouvoir proposer un SUV compact qui manquait cruellement à sa gamme. Dans le jargon automobile, on parle de véhicule rebadgé. Une marque va apposer son badge sur un modèle qui était déjà proposé à l'origine ou lancé en coordination avec un ou plusieurs concurrents. Vous en avez sûrement déjà croisé, des voitures qui se ressemblent beaucoup. Encore récemment, on peut citer le trio Peugeot 108, Citroën C1 et Toyota Aygo, ou toujours sur des micros citadines, mais au sein du groupe Volkswagen, la Volkswagen Up, Seat Mii et Skoda Citigo. Et dans un tout autre style, le duo BMW Z4 et Toyota Supra. Des modèles qui partagent de nombreux éléments, mais qui se distinguent quand même nettement. C'est vraiment pas le cas ici, avec ce Mitsubishi ASX qui est vraiment une copie quasi conforme du dernier Renault Captur. On va simplement avoir une calandre légèrement modifiée, avec bien sûr les logos Mitsubishi tout autour du véhicule, et un marchepied pour monter à bord et pour coller à l'ADN tout-terrain de la marque japonaise. Même ressemblance à l'intérieur ? On va voir ça tout de suite. À l'intérieur, sans surprise, on retrouve un niveau de mimétisme qui est presque encore plus poussé qu'à l'extérieur. On a vraiment l'intérieur, l'habitacle du Renault Captur, et ça c'est plutôt un bon point parce qu'il est particulièrement réussi depuis le lancement de la deuxième génération du Captur en 2019. Les différences, c'est assez logique, elles vont se jouer au niveau du volant. Bien sûr, on retrouve le logo Mitsubishi. Même chose au niveau des animations sur l'écran tactile ou l'écran des compteurs. Elles vont être très proches finalement de ce qu'on retrouve dans le Renault Captur, mais avec les animations et le logo Mitsubishi. On perd aussi la boîte à gants tiroir du Renault Captur pour retrouver une boîte à gants plus classique. Bon, des petits détails. Nous, aujourd'hui, on teste la version hybride non rechargeable qui reprend également la même motorisation que le Renault Captur. On va voir tout de suite sur la route ce que ça donne. On rappelle le fonctionnement de cette motorisation hybride non rechargeable chez Renault et donc désormais chez Mitsubishi. Un moteur thermique 95 chevaux qui va être épaulé par 2 moteurs électriques et le tout génère une puissance de 145 chevaux. L'avantage par rapport à une version hybride rechargeable, c'est qu'on ne va pas avoir à brancher le véhicule, il va se recharger lui-même en roulant. L'objectif, ça va être de réduire la consommation avec 80% du temps de roulage en ville qui peut être réalisé en électrique. À basse vitesse, ça va être souvent la motorisation électrique qui va assurer la motricité du véhicule. Nous, par exemple, sur notre essai, on a réalisé une consommation de 5,5 litres au 100 sur environ 200 km avec un peu d'autoroute, de ville et de route de montagne. Donc c'est un résultat qui est très correct. Côté prix, ce Mitsubishi ASX reste également très proche de son cousin de la marque aux losanges avec un tarif qui démarre à partir de 24 990 € pour la version 3 cylindres 90 chevaux. C'est tout simplement 560 € de moins que son équivalent en Renault Captur. On retrouve ensuite la même gamme de motorisation avec de l'hybridation légère, de l'hybridation non rechargeable comme sur notre modèle d'essai ou encore de l'hybride rechargeable. Une motorisation hybride non rechargeable qui démarre de son côté à 34 800 € et pour notre modèle d'essai en finition haut de gamme InStyle, il faut compter un prix final d'environ 38 000 €. Au-delà de cette tarification qui reste donc assez proche de celle du Captur, Mitsubishi va essayer de séduire le public français. Le petit SUV compact de Renault, il cartonne en effet, il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires par an ces dernières années. Allez, on termine tout de suite avec notre rubrique En région. Vous connaissez tous la Citroën Ami, la petite voiturette électrique qui a su séduire notamment le cœur des plus jeunes. Elle a aujourd'hui une concurrente made in France, son nom la Miley. Pascal Samama et Léna Mahmoud sont partis la tester pour nous.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, en région. Eh bien aujourd'hui, on va découvrir la Mailly. La Mailly, c'est Maille Ligier, c'est la petite voiture, la toute dernière voiture de Ligier, du groupe Ligier, le groupe français. C'est une voiture électrique, sans permis, accessible à partir de 14 ans, mais conduisible bien sûr par toutes les générations, qu'elles soient urbaines ou rurales. Et pour l'occasion, on retrouve François Ligier, le président du groupe Ligier, qui va nous raconter l'histoire de cette voiture. Nos clients sont traditionnellement ruraux, plutôt âgés, et puis ceux-là cherchent de la mobilité, cherchent de l'indépendance, ne veulent pas dépendre d'un tiers pour pouvoir aller vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et puis également des nouveaux clients qui sont plus urbains, plus jeunes, qui dès 14 ans s'intéressent à notre produit. Alors on a connecté le smartphone, c'est un iPhone, sur la tablette de la voiture, qui est compatible à la fois iPhone avec Apple CarPlay ou Android. Et l'écran bien sûr de l'iPhone apparaît sur la tablette et c'est parti pour le test de l'auto. Comme le disait François Ligier tout à l'heure, c'est un quadricycle léger, en fait c'est une mobilette à 4 roues. On a beau appuyer sur l'accélérateur, c'est pas fulgurant mais c'est fait pour ça, vu que c'est conduisible avec un permis AM à partir de 14 ans. Le freinage est plutôt pas mal. La voiture s'arrête. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce modèle-là, il y a l'option caméra de recul, comme sur une vraie voiture. Il suffit d'enclencher le bouton R marche arrière, ici. Et à l'écran s'affiche une caméra de recul. Assez impressionnante pour une petite voiture sans permis, elle a tout d'une grande, on pourrait dire. Et là, on se gare tranquillement. Alors il est quand même conseillé de se retourner un peu et de regarder dans ses rétroviseurs, mais sinon on peut se garer parfaitement en une seule fois. Alors la Mailly, personnellement moi je la trouve assez agréable à conduire. Il y a quand même des petits défauts. Les petits défauts, c'est les suspensions. Vous voyez là on est en train de rouler sur une route qui n'est pas spécialement trop cabossée, mais on ressent quand même pas mal la route, les imperfections de la route. Autre petit détail, l'ouverture des fenêtres. L'ouverture des fenêtres n'est pas sur la portière, mais sur le côté, pas loin du... Voilà, c'est ce bouton-là, vous voyez, il faut vraiment ne pas quitter la route des yeux, c'est plus prudent. Toucher, se repérer avec le frein à main et arriver sur le bouton qui permet d'ouvrir et baisser les vitres, bien sûr. Et ben voilà ce petit tour en Mailly, c'est la voiture électrique de Ligier. Elle est d'ores et déjà disponible à la vente. C'est une voiture petite, confortable, efficace pour ce qu'on lui demande, c'est-à-dire rouler rapidement à partir de 14 ans. Après, reste le prix qui va rester un enjeu pour convaincre les clients. Ce En route pour demain est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis en télé, en radio, en podcast, en replay sur BFM Business et sur Tech & Co. Je vous souhaite un très bon week-end, à très bientôt. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.